Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat de ce jeudi 7 juin de l'an 2017. Dans Actu Débat de ce jour, nous recevons pour vous Djimon Auré, président du parti Front des Patriotes pour la démocratie. Avec lui, nous allons débattre de l'actualité et bien évidemment également avec notre confrère Rodrigue Aigo, directeur par intérim de publication du journal Le Panorama et également directeur adjoint du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Djimon Auré, bonjour. Bonjour Eli. Eh bien, merci d'accepter notre invitation pour débattre des grands sujets de l'actualité nationale. Oui, tout le plaisir est à nous. Et je rappelle donc aux auditeurs que vous êtes également député à la représentation nationale. Merci. Rodrigue, bonjour. Bonjour Eli, bonjour à l'honorable et également à son excellence, parce qu'il ne faut pas négliger son rang de ministre. Et bonjour également à tous ceux qui nous suivent sur la 97.1 FM, sans oublier l'équipe de la maison. Merci Rodrigue. Réussir, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi faire réussir ce qu'on aime, réduire les inégalités, aider à transformer la société. Cette phrase est d'Emmanuel Macron, le président français qui, lors de l'inauguration d'une grande maison de startups, a fait cette observation. Est-ce que cette observation vaut également pour les pays ou les dirigeants africains? Oui, vous savez, moi, je n'aime pas qu'on fasse ces comparaisons. Ce que Emmanuel Macron fait, il dit, c'est dans l'intérêt des Français. Si ça n'engage que les Français. Et non pas dans l'intérêt des Africains. Les réseaux qui pillent les pays francophones de l'Afrique pour la France vont continuer à piller sous le règne d'Emmanuel Macron. Et pour vous, avec Emmanuel Macron, rien ne changera. Rien ne change et rien ne changera. Il faut l'assumer. Parce que, malheureusement, ils ont réussi à installer des régimes qu'il faut pour maintenir le cordon ombilical de la colonisation. Mais là où il y a des ruptures nettes, là, ça leur pose problème. Exemple du Bénin. Exemple du Burkina Faso qui vient de se libérer. Mais les cas de la Côte d'Ivoire et même le Sénégal est très bien dans le réseau France-Afrique. Et le Togo, on n'en parle pas. Bon, donc, il dit cela dans l'intérêt des Français. Ne prenez pas ces paroles-là pour les Africains. Eh bien, Rodrigue, est-ce que les pays francophones, les pays africains francophones peuvent-ils vivre sans la France? Je dis oui. Oui, sauf si l'esclave refuse de s'affranchir. Je dis oui parce que vous n'êtes sans savoir que la France, en matière de ressources industrielles ou minières, est pauvre. Il n'y a rien en France. À part la langue française, il n'y a rien. Et la France vit aux dépens de l'Afrique à travers ce cordon ombilical que nous appelons hier la colonisation, à un moment donné, le franc CFA. On a aboli l'esclavage, mais la France a tenu à maintenir ce lien-là à travers le franc CFA. Ce qui explique d'ailleurs le fait que, avec tout ce débat autour du franc CFA, la France, si intérêt il n'y a pas, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas rapidement mettre fin à cette histoire de France-Afrique. Et puis, je n'en veux aussi pour preuve que l'interview accordée par le président tchadien Idriss Déby aux journalistes français, où il dit clairement que lui, il n'a jamais envisagé un deuxième mandat, parce qu'il avait voulu quitter le pouvoir après son premier mandat, et s'il dure jusqu'alors, c'est la France, il a bien dit que c'est la France qui a organisé les élections à sa place. C'est la France qui a touché la Constitution à sa place et que c'est la France qui maintient la plupart des chefs d'État africains au pouvoir pour pouvoir mieux sucer les ressources de l'Afrique. Et donc, comme l'honorable vient de le dire, tout ce qu'on prononce en France, c'est dans l'intérêt de la France, pas dans l'intérêt de l'Afrique. Sinon, je ne vois pas pourquoi on peut maintenir sciemment ces situations-là. Vous n'êtes sans savoir aujourd'hui que on nous dit que c'est le peuple qui élit son président. Rien n'explique le fait qu'après, au lendemain
des fraudes électorales au lendemain d'un hold-up électoral, que les chefs d'État prennent leur premier vol pour aller en France, à l'Élysée, remercier le chef d'État français. Si c'est le peuple qui réellement a élu ce président-là, ben son tout premier mot doit aller à l'endroit de ses électeurs, comme on l'a vu avec Emmanuel Macron. Pourquoi, après l'élection d'Emmanuel Macron, vous avez vu notamment, il s'est adressé à qui? À ses électeurs, aux Français. Eh bien, donc c'est ça la différence. Eh bien, merci pour cette analyse. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il y a de la matière à puiser dans cette observation d'Emmanuel Macron, puisqu'il parle d'une transformation de la société. Et même si ce n'est pas la société africaine, même s'il ne parle pas de la société africaine, je crois que cette phrase-là pourrait aider les Africains à mieux réfléchir. La pluie, où on dit très souvent, après la pluie, c'est le beau temps. Est-ce que cette assertion vaut pour nous aujourd'hui? On peut également, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que cette assertion tient dans la situation actuelle au Togo? Vous savez, les composantes essentielles du régime de Gnassingbé sont connues. Alors, ceux qui tiennent ce régime ne sont pas des bâtisseurs de la cité. C'est des anti-bâtisseurs de la cité. Et pourtant, ils ont régné je dis justement, jusqu'à 50 ans. Mais pas la force brutale, pas la barbarie. Vous le savez mieux que moi. Pas la barbarie. Et par la barbarie, ils se maintiennent, et évidemment, avec l'appui du colon. Donc, ils ne sont pas des bâtisseurs de cité. C'est des gens qui sont des destructeurs attitrés. Vous les prenez un à un. C'est des destructeurs attitrés. À commencer par Faure lui-même. Vos propos sont très durs. Faure n'est pas un bâtisseur de cité. C'est un destructeur de la nation. Il n'a rien comme vision. Et rien de bon. C'est un magouilleur fin. Et pourtant, vous avez eu à collaborer avec lui. Non, quand vous dites des choses comme ça, on n'a pas à s'intéresser à ce que l'accord politique global de 2006, c'était pour sauver une situation. Et le CAR a été au gouvernement, n'est-ce pas? Le CAR était au gouvernement. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Faure, c'était pour appliquer un accord. Mais Agboueba a été enfariné. L'accord de 2010 avec l'UFC, c'est juste pour régler un problème. Mais ça a été enfariné. Et nous d'autres, nous avons pris nos responsabilités pour... D'ailleurs, mais ça m'a permis de toucher du doigt les réalités qu'on ne peut pas dire sur les antennes de ce régime. Donc, Lomé est inondé, et tout le pays, tout le territoire, c'est vrai. Un petit pays de 56 600 km² qu'on gère pendant plus de 50 ans et qu'on arrive à mettre à l'aise pour que les citoyens puissent vaquer librement à leur occupation après une grande pluie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est l'échec total. Et quelle politique d'urbanisation vous mettriez en place si, par exemple, le pouvoir vous a cédé au pouvoir un jour, le FPD? Non, nous disons que, c'est pour ça nous disons, au niveau du FPD, il y a 3 chantiers essentiels. Asseoir les fondamentaux de la démocratie. Oui. C'est la première étape. 2, réconcilier le peuple avec lui-même, c'est-à-dire créer l'État-nation. Et 3, poser les bases du développement harmonieux du pays. Voilà les chantiers essentiels selon le FPD. Et nous pensons qu'il n'y a pas que le FPD seul pour réaliser ces chantiers. C'est pour ça que nous disons qu'il faut un moment transitoire pour que ces 3 aspects-là se réalisent et vous verrez le Togo. Rodrigue Garrigou, Lomé a les pieds dans l'eau. Cette pluie diluvienne qui a commencé depuis hier a inondé, quand vous traversez un peu les artères de Lomé, de la ville de Lomé, c'est de l'eau partout. Oui, et ça ne doit étonner personne. Vous savez que c'est avec amertume que nous constatons que dans notre pays, il n'y a aucune politique d'urbanisation de la ville. Et pourtant, des infrastructures ont été réalisées dans ce sens. On parle de nombreuses rétentions d'eau qui ont été construites. Je crois que ça a été un mensonge au nom de la triste réalité que nous vivons. Vous et moi... Où ces travaux ont été mal faits, ont été mal exécutés. Il n'y a pas de contrôle. Vous savez, quand on parle des travaux publics au Togo,
ces retenues d'eau dont on parle, vous avez déjà vu une pluie d'un volume conséquent avalée par ces retenues d'eau-là? Il y a quelques années, lorsque j'étais encore à la télévision Espoir 47, il y a un jour, comme ça, les enfants, à la veille du CEPD, les enfants étaient sortis après une grande pluie. Donc, c'était sous la pluie. La fillette marchait au niveau d'Agbalépedo, groupe C, sur les... Comment vous les appelez? Les caniveaux. Et la fille pensait, parce que c'est une petite fille, puisque l'eau a avalé toute la route. Et donc, comme ses pieds touchaient les dallettes, elle n'a pas pensé que quelque part il y a une ouverture, c'est-à-dire on n'a pas tout, on n'a pas tout fermé. Elle y est tombée, elle en est morte. J'ai couvert tristement cet événement-là le jour-là. Et c'est où ça s'est passé devant le domicile du ministre Pré et de Aïdam à Agbalépedo groupe C. Je n'en veux pour preuve que cela. Prenez toutes les routes, allez à Toti, fin pavé comme on l'appelle. Avec une petite pluie, cette route-là n'existe plus. Alors, quand on nous parle, j'ai entendu le chef de l'État dire qu'on a construit les retenues d'eau et donc que le Togo ne connaît plus d'inondation, c'est archi faux, c'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État parce que ces retenues d'eau-là, plutôt débordantes, viennent finalement inonder des habitations qui jadis n'étaient pas inondées. Donc quelque part c'est comme si on a un peu déshabillé Pierre pour habiller Paul. Avec ces infrastructures dont on parle, puisqu'il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de mécanisme de drainage d'eau, il y a même des routes qui sont construites sans caniveau. Je n'en veux pour preuve que ce que vous appelez, les gens l'appellent échangeur, non, c'est un pont, le contournement au niveau d'Adakpame et tout ça là. Quand vous allez constater qu'il n'y a pas des ponceaux qui relient les deux zones inondables. Vous comprenez? Et donc, avec le passage de la route, qui a un niveau de plusieurs mètres d'écart avec le sol, quand il pleut, l'eau reste ici, de part et d'autre. Et donc, il n'y a pas de communication pour qu'on nous dise que ces eaux-là vont transiter jusqu'à une quelconque retenue d'eau. Ça, c'est un. De deux, allez voir les zones même dans lesquelles il y a ces retenues d'eau-là. Quand il pleut, les maisons qui sont à côté s'inondent. Alors, dites-moi, quelle est l'importance de ces retenues d'eau? C'est ça. Et puis, tristement, vous constatez aussi que la plupart des voies sur lesquelles il y a des autorités, n'est-ce pas, des grands ponts du pouvoir, on arrive à poser des pavés ou à bitumer quelques mètres. Quelques mètres. Il suffit d'avoir une copine, par exemple, sur... Comment vous appelez votre ruelle ici? Rue Tanon. Oui, rue Tanon sera bitumée. Et comme il n'y a rien de ça, vous voyez tout ce que nous vivons comme calvaire pour arriver jusqu'à votre niveau ici. Donc c'est la triste réalité. D'un autre côté, quand on parle de politique d'urbanisation, il y a l'avènement des vieux quartiers et des vieilles villes qui datent de l'époque coloniale ou de l'indépendance. Je n'en veux pour preuve que Nyekonakwe, Kodjovia Kopé, Pedime, comme on les appelle, Akode Sewa, Bé et leurs environs. Prenez Badago ici. Il n'y a jamais eu une politique de reconstruction de cette taudis-là en pleine capitale. Et c'est ahurissant. Quand vous allez dans d'autres pays, il est difficile de voir des taudis dans une capitale, au cœur d'une capitale. Il y en a peut-être pas au cœur. C'est pour ça que j'ai dit, il est difficile de voir des taudis au cœur d'une capitale. C'est là où on vous parlera par exemple de la Côte d'Ivoire avec des quartiers chics ou du Burkina Faso ou encore du Sénégal où on parle de quartiers chics. C'est un peu comme ce qu'on nous présente ici comme Cité Ouya, comme Caisse, ainsi de suite. Non, c'est-à-dire c'est des villes qui sont en miniature le pays en matière de développement. Donc, quand vous passez dans les rues de Lomé, vous comprenez la grandeur de la misère ambiante des populations togolaises. Direction Université de Lomé, hier, 152 livres de sciences économiques et de gestion ont été réceptionnés, 186 livres de sciences juridiques, et c'était donc pour renforcer le système didactique de l'Université de Lomé. Pendant ce temps, la LT2 de Sachivi Folie appelle au boycott des examens de fin d'année, et la riposte
poste au niveau de l'université de Lomé. C'est la décision du président de l'université de Lomé, le professeur Kokoroko Dodji, qui interdit donc à Sativi Folie de faire les évaluations de fin d'année. Il a interdit d'accès aux salles d'examen à la faculté de droit à l'université de Lomé. Honorable Dimoré. Oui, c'est triste, mais ça fait sourire. Mais vous savez, tous ceux qui servent d'une manière zélée le régime en place, ils en paient le pot cassé. Et donc vous pensez que le professeur Kokoroko est au service du régime? Si, il est au service du régime. C'est un universitaire. Il est au service du... Et puis après, c'est eux-mêmes le problème. Vous pensez que les universitaires ou les grands intellectuels c'est eux le problème. Le problème du pays? L'indignité totale. Comment vous êtes une grosse tête et vous soutenez la barbarie? C'est ça être une grosse tête? C'est une tête pensante qui soutient la barbarie. Il a avoué ne jamais soutenir... Si! Je l'ai écouté tout de suite à votre journal même. Il fait une déclaration où il dit voilà le temps est notre meilleur allié et que bientôt les choses vont changer. Ce ne sont pas les ridicules revendications des étudiants. Comment un professeur d'université va parler comme ça par rapport et ces étudiants-là, lui, est-ce qu'il a ses enfants dans ce lot? Ces enfants ne sont pas les sérieux. Si les conditions sont réunies là où il est président de l'université, pourquoi ces enfants ne sont pas là-bas? Est-ce que vous vous interrogez sur des choses comme ça? Vous envoyez vos enfants à l'extérieur grâce aux ressources du pays, ce n'est pas grâce à leurs ressources, et vous dites que les revendications ridicules de ceux qui sont sur le terrain, vous imaginez, c'est des propos irresponsables, tellement irresponsables. Et ils oublient que ceux qui, par le passé, mais il y a plusieurs noms, des gens qui ont servi vraiment et qui ont contribué à tuer, à détruire, à embrigader. Ils ont fini comment? Donc Sachivi, ce que moi je peux dire à ce garçon, c'est le courage. Qu'ils ne finissent pas comme son prédécesseur, comment son nom m'échappe. On parlait d'Adou. Dadou, qui tenait et puis au finish, juste... c'est pour être acheté. Il a quand même le droit de choisir son Non, non, ça c'est totalement de l'indignité. On n'a pas besoin de ce genre de comportement. Mais Sachivi n'a qu'à continuer, n'a qu'à persister jusqu'à la fin. Il triomphera sur ce président d'université. On n'a pas besoin de pareils intellectuels pour construire le pays. Rodrigue Aego, Sachivi qui appelle au boycott des examens de fin d'année, c'est quand même exagéré. Je ne dirais pas que c'est exagéré. Il y a un proverbe de chez moi qui dit qu'il est difficile à un sac vide de se tenir debout. Si ça tient debout, c'est que ça a une contenance. Ça contient quelque chose. J'ai lu le courrier que le professeur Dodji Kokoroko a envoyé au doyen de la faculté des droits, professeur Olou, lui demandant d'interdire l'accès à la salle d'examen à Sativi. Et au bas de ce courrier, vous lisez sa reconnaissance de la légitimité des revendications portées par la Ligue togolaise des droits des étudiants. Quand vous prenez quelqu'un qui reconnaît des revendications légitimes et qui les traite après de farfelus, c'est qu'il y a problème. De ridicule. De ridicule, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Vous savez, notre pays n'a pas besoin d'une foire d'exposition des tares intellectuels. Notre pays a besoin d'une contribution des intellectuels pour son développement. Et c'est en cela que je dis que nous, en bon africain, on vous dit heureusement que vous êtes parents. Ce qui voudra dire que si vous ne l'êtes pas, ça devient une insulte pour vous. Puisqu'on nous interpelle à nous comporter comme parents dans toutes les approches face à des problèmes donnés. Aujourd'hui, Sativi se trouve comme un enfant face à son père. Et l'enfant dit, papa, j'ai faim. Papa lui dit, tu as mangé hier. Et au même moment, papa même a deux plats juteux, bien garnis, devant lui, qu'il est en train de manger. Vous voyez, cet enfant-là, on parlera de manque de respect. Mais quelque part, ce n'est pas manque de respect parce qu'on nous a dit clairement qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Les enfants sont porteurs de revendications légitimes. Et s'il n'y a pas moyen aujourd'hui de satisfaire à ces revendications-là,
Il faut dialoguer, il faut échanger avec les enfants. C'est un peu comme ce que nous faisons. Tu dis à ton enfant, ben, si tu as le CEPD, je t'achète un vélo. Tu gagnes difficilement 32 000 par mois. Tu payes le loyer à 15 000, 17 000, 20 000. Donc tu es endetté, c'est-à-dire tu es un fonctionnaire endetté. Mais ça ne voudra pas dire qu'à la fin de l'examen, si l'enfant réussit, tu ne l'appelles pas pour lui dire, écoute, c'est vrai, je t'ai promis un vélo, mais tu sais, je n'ai pas oublié. Prends ton mal en patience, tu es dans je ferai de mon mieux. Ou tu pourras dire à l'enfant, tu sais, certes, je t'ai promis un vélo, mais je n'ai pas le moyen du vélo. Mais en lieu et place, tu sais, ça aussi, ça peut te servir. Je t'achète un livre pour lecture. C'est le dialogue. Dans un foyer, c'est le dialogue. Et à l'université, il faut dialoguer avec les enfants. Rodrigue, des observateurs, ou beaucoup même, quand vous interrogez les étudiants, ils disent que le professeur Kokoroko Doji a mis en place quand même un certain nombre de cadres de discussion entre les étudiants et les responsables universitaires. Il dialogue très souvent avec eux. Oui, dialoguer très souvent avec eux. Vous savez, tout ce que vous faites dans la vie, vous devez savoir qu'il y a un côté qui va plaire à ceux que ça arrange et l'autre côté qui va déranger ceux qui sont dérangés. Tu comprends? Et donc, tu te mets au beau milieu en bon responsable pour comprendre ceux qui sont d'accord avec toi et pour comprendre également ceux qui sont en parfait désaccord avec toi. Tu ne vas pas dire que c'est parce que ceux-là sont d'accord, donc les autres aussi doivent être impérativement d'accord. Mes souffrances sont différentes des souffrances, par exemple, de Eli Goka. Mes problèmes sont différents des problèmes de Eli Goka. Si je vais, par exemple, au CHU Tocoin avec les maux de tête, mais c'est différent, mon traitement diffère de celui qui vient avec les maux de ventre. Alors, vous venez de dire vous-même qu'une université qui date de l'ère des indépendances, qu'on vient de faire don de quoi? On vient de faire don de quoi? L'université est créée en 1975 oui. de 152 livres. 152 livres de sciences économiques. Pour combien d'étudiants? 186 livres de sciences juridiques. Pour combien d'étudiants? Ce qui voudra dire là-bas, à travers ce don-là, que l'université est en manque d'outils didactiques. Ça voudra dire que les enfants ont raison de réclamer. Vous imposez un système LMD aux enfants et ce système nécessite des BABA, des préalables, une base solide pour leur permettre, n'est-ce pas, de faire des recherches et d'aboutir dans leur cursus scolaire et devenir la relève de demain. C'est pour ça qu'on l'appelle le temple du savoir. Quand tu vas dans les universités, ailleurs, dans d'autres pays, quand tu as besoin, par exemple, de faire des recherches, c'est sur Internet, tu as ta tablette ou ton smartphone, c'est vite fait. Mais aujourd'hui, à l'université de Lomé, vous prenez par exemple la connexion qui devient rare comme la sueur au corps du lézard. Les étudiants disaient disaient à leur conférence de presse qu'ils ont 8 heures de connexion Wi-Fi par mois. 8 heures de connexion Wi-Fi par mois. Et ça, c'est au cœur d'un système LMD. Je suis désolé, je voudrais que le professeur Kokoloko comprenne que si c'est comme ça que les conditions sont ailleurs dans les autres universités occidentales, les autorités de notre pays n'enverraient pas leurs enfants là-bas étudier. C'est parce que les conditions sont misérables chez nous que les enfants réclament et il faut souffrir qu'ils en réclament et chercher à leur trouver des solutions plutôt que d'avancer des choses qui ne tiennent pas la route. En tout cas, le professeur Kokoroko promet et demande donc aux étudiants de lui faire confiance pour rétablir l'ordre à l'université et également pour satisfaire leurs revendications. Dis-moi, Auré, nous nous intéressons à vous particulièrement dans cette émission, mais surtout sur la question de la communalisation. Eh bien, le processus de décentralisation en cours au Togo est entré dans une nouvelle phase. Il y a quelques jours, eh bien, le projet de loi portant création des communes au Togo a été adopté, bien sûr, à l'Assemblée nationale où vous siégez comme député. Quelles ont été vos contributions, vos apports au débat sur ce sujet? Merci beaucoup. C'est très important ce que nous disons. Et vous savez, le Front des Patriotes pour la démocratie, nous disons et nous martelons que il faille organiser une assise nationale pour définir les orientations claires. Tout ce qui se fait là, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, mais vous les subissez. Non, pas Jimoré. En commission. Le Togo, oui, tout le peuple togolais le subit. Mais il faut que le peuple. Quand vous parlez du peuple togolais, il faut parler du bas peuple. Le bas peuple qui souffre. Et c'est à ce bas peuple de se retrousser les manches pour rebondir. Donc, pour répondre à votre préoccupation, c'est que
devant la commission des lois, et j'y étais. En tant que représentant de la commission changement climatique et environnement, je n'étais pas le seul représentant de notre commission quand même, puisque c'est ouvert à tout le monde. J'ai participé au débat en commission. Et j'ai prouvé par A plus B que ce que le gouvernement nous propose à travers le ministre Boukwesi, c'est un tissu de fossoyeurs de la République. Comment? Et une petite démonstration. Une petite démonstration. C'est basé sur le tribalisme. Un découpage sur la décentralisation basé sur le tribalisme. Comment? Vous prenez Agoé qu'ils ont érigé en préfecture. Ils ont érigé en préfecture, c'est pas à cause de la population autochtone Agoé. C'est à cause des halogènes, parce qu'ils savent que les halogènes sont nombreux là-bas. Qu'ils érigent cette zone en préfecture. C'est peut-être votre... C'est pas peut-être, c'est la réalité. Le contraire, non. Maintenant, dans le découpage, ils disent que cet Agoé-là va faire fonctionner 6 communes. Dites-moi, Elie, en quoi, quelles sont les ressources dont dispose Agoé pour faire vivre 6 communes? Tout simplement parce qu'ils pensent que à l'élection, ils auront le temps de placer au moins 2 ou 3 halogènes comme maires dans Agoé. Ils veulent voir des noms, et Sozimna, et des noms, ceci, Azim, comme maires dans Agoé. C'est ça leur préoccupation. C'est ça. Et maintenant, dans Lomé, ils savent que dans tout le reste de Lomé, de Baguida jusqu'à Flao, on dit 7 communes. Vous comprenez ça? 7 communes de Baguida à Flao, avec toute la capitale, 7 communes, et Agoé 6. Parce qu'ils ne sont pas sûrs, dans la zone de la capitale, avoir des noms comme ça, comme... Mais c'est ça le tribalisme. Vous allez dans l'Est Mono, très simple. Et chez vous? Chez moi, dans l'Est Mono, c'est une préfecture vaste de 2600 km² avec une population de plus de 100 000 habitants. Et on dit, et la partie homogène des Ifè, c'est le Grand Moretan, c'est le Grand Kamina, qui constitue l'essentiel de la préfecture. On met ces deux ensemble pour dire une seule commune. Et maintenant, là où il y a les halogènes, autour de la Valle Badjahé, on dit une commune, et les Kwesi, une commune. Ce n'est pas ça le tribalisme, parce qu'on ne veut pas avoir les Ifè correctement représentés. On ne veut pas avoir 2 maires Ifè dans l'Est Mono. Vous revenez dans Agné, c'est pareil. Oké, le canton de Oké dépasse la préfecture qu'on appelle la Kéran. Et on dit la Kéran sur les collines sèches, là où il n'y a rien comme ressource, 3 communes. Et Oké, une seule commune. Moretan dépasse de loin ce qu'on appelle l'Abina. On dit une préfecture, l'Abina, 2 communes. Voilà quelques exemples. Ils décident de faire la promotion de certains groupes ethniques et d'autres, il faut les détruire systématiquement. Ogou devait avoir plus que 4 communes. Mais parce qu'ils ne sont pas sûrs d'influencer des noms, qu'il y ait des noms, et ça peut donner seulement des noms Ifè, il faut limiter cela à 4 communes. Voilà. Et en plénière, ça a été le comble. Le jour là, c'était le 23. L'accès même au palais était pratiquement impossible. C'était comme si on était dans une guerre. Je ne sais pas pourquoi. Et donc... C'est peut-être pour vous protéger. Non, c'est pour intimider les députés qui... Et des gens comme nous, c'est de l'intimidation. Si vous traversez tout cet arsenal militaire pour arriver dans la salle de plénière, vous devez avoir peur et ne pas parler. Et donc, Boukwesi s'adossait sur cet arsenal militaire pour répondre dans le mépris total aux députés. Mais l'histoire les rattrapera. Je leur ai dit, tout comme le traité de Versailles portait les germes de sa propre destruction, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, ce texte-là porte les germes de sa propre destruction. On ne peut pas accepter cela. Vous comprenez pourquoi? Sur les réseaux sociaux, on parle déjà des communes mortes nées. Mais c'est ce que je dis. Est-ce que c'est la gestion financière de ces communes qui pose essentiellement problème? Non, le Bénin qui fait le double du Togo en superficie et en population, le Bénin, 77 communes. Oui. Et le Togo, on parle de 116 communes. Et c'est ce que je viens de dire. Comment pensez-vous que 2 communes dans la Bina peuvent être viables? Colline de Bina, je connais la Bina, Pagouda. Qu'est-ce qu'on a là-bas comme ressources pour faire vivre? On a un grand marché à Ketao. À la limite, c'est une seule commune. C'est une seule commune.
Tcharpanga qu'ils ont créé de toutes pièces dans l'ouest de Sotobois, ils disent que ce Tcharpanga-là devient 2 communes. Et Sotobois initial, 3 communes. Ça fait 5. C'est des bêtises, des conneries, des énormités dans la République. Ça fait réfléchir. Et je dis que il n'aura pas d'échappatoire dans ce pays, qu'il le veuille ou non. Il sera rattrapé par l'histoire à cause des actes graves qu'il pose au sommet de l'État. En tout cas, pour les députés de l'UNIR, c'est le test de l'espoir de la République. Non. Je voudrais vous dire un mot là-bas. Les députés de l'UNIR, on se voit, non, en commission, en dehors de la commission, non. Avant la plénière, ils ont été réquisitionnés en haut et ils ont reçu des instructions. Donc, en plénière, il n'y avait qu'une demi-dizaine de députés choisis pour affronter les députés de l'opposition dans le débat. Tout le reste, c'est tu, pour seulement lever la main à contre-cœur. Vous n'allez pas me dire qu'un député de Hao serait d'accord que Hao, 3000 km², population avoisinant 300 000 habitants, on dit Hao, 4 communes, au même titre que la COSA. Et vous allez dire que les députés de UNI de Hao sont d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Mais comme ils sont là, par indignité, par incapacité, pour supporter ce qui n'est pas normal, ils sont obligés de subir. Et c'est lamentable. Oui, et cela m'amène donc à vous interroger sur le fait que certains observateurs estiment que notre représentation nationale ne joue pas véritablement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Et vous semblez tout subir. Si vrai, à quoi cela serait-il dû? Non, nous ne semblons pas. Vous manquez d'une certaine indépendance. Il ne faut pas généraliser. Par exemple, Dramani, il est président par procuration. C'est vous qui le dites. Il a été élu par l'Assemblée nationale. Quelle Assemblée nationale? Dans l'espace francophone, au sein de toute la francophonie, il n'y a que l'Assemblée nationale togolaise avec un bureau essentiellement à 100% du parti au pouvoir. Il n'en a plus. Dans tous les pays qui composent la francophonie, il n'y a qu'au Togo où on retrouve un bureau de l'Assemblée nationale 100% du parti au pouvoir. Donc, j'étais là au début de la législature. Donc, on n'a pas élu par consensus ou ni par acclamation Dramani. C'est les députés de l'UNI. Et dans son premier discours, il remercie le chef de l'État de l'avoir permis à être là. Ce qui voudrait dire que des directives ont été données depuis le haut sommet. C'est Faure qu'il a désigné comme président de l'Assemblée nationale pour servir les intérêts de Faure. Et la preuve, le 23 juin dernier, quand un député et collègue du CAR a demandé l'ajournement du test, moi dans le débat j'ai demandé le retrait purement et simplement du test même. Et donc le député du CAR a demandé l'ajournement, ce qui est réglementaire, et le président de l'Assemblée a ouvert un débat là-dessus. Mais le débat a été clair qu'il fallait ajourner. Mais ayant peur des sanctions qui lui tomberaient, le monsieur a conclu honteusement. Vous parlez de qui? Du président de l'Assemblée nationale. Conclut honteusement que le consensus ne devait pas être recherché dans la salle, mais en dehors de l'Assemblée nationale. Que s'il faut parler de consensus, c'est en dehors de l'Assemblée nationale et non pas au sein de l'Assemblée nationale. Comme ça qu'il conclut. Mais à l'Assemblée nationale, on vous permet de faire des amendements. Bien sûr. Et par conséquent, lui ne pouvait pas opter pour l'ajournement. Ça voudrait dire quoi? Il a peur. Et dites-vous, le 30, le jour de la clôture de la session, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait adopter, c'est ça la procédure, il faut adopter le rapport de la séance précédente. Mais le rapport n'a pas pu être adopté. Pourquoi? Parce que le rapport, le secrétaire parlementaire ne pouvait pas rédiger la véracité, ce qui est vrai du débat du 23. Et donc, il a présenté quelque chose concocté. Et le président de l'Assemblée nationale lui-même a dit qu'il n'est pas d'accord avec le rapport. Et il manquait des éléments. Beaucoup d'éléments. Ce que moi j'ai eu à dire, ce que j'ai souligné, le tribalisme qui fonde. Des éléments d'appréciation là, ils ont. Et finalement, on n'a pas adopté le rapport. Je vous dis, donc le rapport a été remis à la session prochaine. Un rapport de la séance votée le 23 n'est pas adopté, c'est reporté sur l'ouverture de session prochaine. Voilà le Togo.
et il se passe d'énormes choses. Et des personnalités comme Dramane Dramani, c'est honteux. C'est ridicule. Djimo Oré, vous êtes du pays IFE, si je peux le dire de façon si générale. Et aujourd'hui, on parle de certain nombre de problèmes dans la zone ou dans la région IFE. Parlez-nous un peu de ces problèmes qui sont liés au foncier et bien d'autres. Rapidement, vous savez, le FPD parle de transition. Pourquoi? Quand nous disons qu'il faut réconcilier le peuple avec lui-même, il faut poser les fondamentaux de la démocratie, c'est qu'il faut régler les problèmes qui sont séculaires, pour ne pas dire des problèmes qui risquent d'être éternels. Le foncier, par exemple. Et donc, c'est pendant la période transitoire qu'on pourra déterminer le territoire, la portion de chaque groupe ethnique. Il faudrait qu'on en arrive là. Quand on parle du groupe ethnique à Kébou, quel est leur ressort territorial? Quel est le ressort territorial du groupe ethnique Kabie? Mais cela s'impose aujourd'hui avec la communalisation du pays. Non! La communalisation du pays, ils le font sur la base des découpages administratifs qu'eux-mêmes ils ont imposés. Bon, quand vous prenez le pays Adja et par exemple le groupe ethnique Adja, qui se retrouve dans Hao, qu'on appelle Asrama, qui se retrouve dans Moyen-Mono, qui se retrouve dans Ogou, et le même groupe ethnique, ça, entre 3 préfectures, vous comprenez? Bon, alors quel est le territoire des Adja? Quel est le territoire des Évé? Quel est le territoire du groupe Gain? Quel est le territoire des Wachi? Quel est le territoire, j'en viens, oui. Quel est le territoire des Moba? Il faudrait qu'on en arrive là. Mais Djimo Oré, oui. Est-ce que cette répartition territoriale à base sur des critères ethniques ne va-t-il pas entamer le vivre ensemble? Non. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas souffrir d'un mal et ne pas le reconnaître. Okay. Il faut le diagnostiquer. Et maintenant, une fois diagnostic fait, on réfléchit ensemble comment régler les problèmes qui sont déjà posés. Est-ce que vous êtes d'accord que le groupe ethnique Kabie, le seul territoire qu'ils ont, c'est au sud du pays des Anoufom, Tchokossi, et ils ont un territoire compris entre Tchokossi et Tem. Vous êtes historien d'ailleurs. Oui. Et ces gens-là, ils escaladent les Tem et disent que Sotobois, c'est pour eux. Ils descendent dans Blita. Ils sont dans l'Est Mono, dans Ogou, dans un pays à Poso et dans Pelé et ses consorts. C'est quoi? C'est de l'envahissement. Et c'est quoi comme synonyme? C'est le génocide futur. Et c'est pour ça que le territoire IFE, qui part d'Atakpamé jusqu'à Kamina et Soumono, c'est ça le territoire des IFE. C'est ça qu'on appelle le Grand Ogou. Le nom Ogou même, c'est Akamina. Et donc, ça voudrait dire le territoire quittant Atakpamé jusqu'à Kamina et Soumono, c'est le territoire des grands des IFE. Et là où les halogènes sont installés pour travailler. C'est ces IFE qu'on appelle également les ANA. Oui, qu'on appelle communément ANA. Et maintenant, ils s'en approprient pour vendre. Et le régime a mandaté Kouloum comme le colon en pays IFE. Maintenant, appuyé par le colonel Bitenoué pour créer un tandem Bitenoué-Kouloum. Bitenoué dans l'Est Mono, Kouloum à Atakpamé, pour planifier le massacre des IFE. Voilà. Vous exagérez peut-être. Non, j'exagère pas. Pourquoi Mba d'Atakpamé, ils ont écrit une lettre ouverte à Madame Awanana et ça fait du bruit? Pourquoi? Le chef spirituel d'Atakpamé. Si Kouloum est un bienfaiteur, on n'a pas besoin de lui, de ses bienfaits dans un pays IFE. Le chef spirituel a adressé une lettre oui, à Madame Awanana. Pour attirer son attention que la décoration de Kouloum est une provocation à l'endroit des IFE. Comment est-ce que le chef de l'État va poser un acte si grave? Lui-même a été attaqué en 2006 pour dire plus jamais ça. D'accord? Et l'auteur de plus jamais ça, tu le grades 11 ans après pour l'encourager à faire plus. Et tu balances colonel Bitenoué dans l'Est Mono qui convoqua le 15 mai dernier tous les chefs IFE de l'Est Mono pour leur dire désormais les halogènes aussi sont propriétaires de terre au même titre que eux. Le 15 mai dernier. Comment devient-on propriétaire de terre chez vous là-bas? Non, on n'est pas propriétaire de terre chez nous si on n'est pas autochtone.
il n'y a que les collectivités, les autochtones, c'est les Ifè, plus les Kwesi, qui sont propriétaires terriens dans les Mono. Mais vous faites des ventes de terrain quand même. Non. Il n'y a pas de vente de terrain dans les Mono. Il n'y en a pas. Et donc, ils ont cédé des parcelles à des allogènes par magnanimité pour qu'ils puissent travailler et manger. Et maintenant, on veut exproprier, on veut renvoyer. C'est comme l'apartheid qui s'est pratiqué en Afrique du Sud. On veut renvoyer les Ifè de leur territoire pour qu'ils aillent se réfugier dans le Bénin et que les allogènes s'en occupent. C'est pourquoi le chef coutumier, le chef spirituel Nimba a lancé le message que là, les signaux sont rouges, ce qu'on voit venir. Et donc, le tandem, nous n'avons pas besoin d'inviter nous comme préfet en pays Ifè. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de la présence de Kouloum en pays Ifè. Ils n'ont qu'à aller aussi arranger chez eux. Vous êtes Ifè, vous allez être nommé préfet là-bas, dans la Kosa, pour faire des conneries que Bitenou fait dans l'Est Mono. Voilà. Et donc, ça, c'est le pays Ifè. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'acharnent à ne pas voir les dirigeants, les cadres de cette zone être libres. Et dans cela, ça fait honte quand on dit que Georges Aïdam est vice-président des UNI. Georges Aïdam, issu d'Atakpamé, qui a vu les massacres de 2005. J'étais avec lui, comme il était représentant du CAR. Maintenant, il est vice-président des UNI et devant lui, on grade, on décore Kouloum. Vous ne voyez pas le comble du ridicule, de l'indignité. Voilà, d'une manière ramassée. Mais je crois qu'il n'y a pas que le peuple Ifè qui soit menacé sur ses propres installations. Il y a d'autres aussi. Le peuple Akposso n'est pas épargné. Vous allez dans la préfecture de Lamou, je crois que la situation est suffisamment grave. Et ailleurs aussi. Maintenant, comment devons-nous régler ce problème? Ce n'est pas par l'intimidation, par la militarisation qu'on réglera ce problème. Et donc, nous disons que le plus tôt sera le mieux. Eh bien, le HCON a à cœur ce problème. Le HCON a déjà débattu de ces questions liées au foncier, liées à tout ce qui entame le vivre ensemble des Togolais. Et là, le HCON est à l'étape de la purification du pays. Purifier le Togo pour permettre à ce que de nouvelles énergies spirituelles puissent rentrer dans la donne de la logique de la réconciliation nationale. Aujourd'hui démarre cette première phase de la première opération de cette purification. Et à Agouès, ce matin, selon le communiqué, il y aura donc la cérémonie traditionnelle vers midi 13h. Il y aura à la grande mosquée des prières pour invoquer les divinités ou invoquer Dieu à participer à la purification de ce pays, le Togo, purifier le Togo vers la réconciliation nationale. Et Dimoré. C'est faux. Tout ça là, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'amusement. Pourquoi? C'est de l'amusement. Le peuple, par exemple, je suis fait. Et il y a un problème identitaire aussi. Il faudrait l'avouer. Je ne vais pas m'en échapper. Sinon, c'est fuir sa responsabilité. Je suis cadre politique, issu du milieu Ifè, et je fais des revendications aussi identitaires. Pourquoi vous vous adonnez beaucoup plus à ce repli identitaire? Non. Quand votre communauté est menacée, vous laissez la responsabilité de la lutte à qui? Si vous n'êtes pas irresponsable vous-même en tant qu'acteur politique. Voilà. Et je ne veux pas être cet irresponsable-là. Mandela ne l'a pas été. Voilà. Sinon, Mandela laisserait son territoire entre les mains des colons. Et il y a de la nécessité quand même de purifier le Togo. Non, les Ifè ne se sentent pas concernés par cette purification. Ce n'est pas ceux qui sont les auteurs des crimes organisés qui vont purifier. Mais comment concevez-vous la chose? C'est eux qui tuent, c'est eux qui ont détruit, c'est eux qui détruisent. Et ils disent qu'ils organisent la purification. Et vous direz que les bourreaux sont dans les deux camps. Non. Si bien du côté du pouvoir du côté de l'opposition. Comment prouvent-ils cela? À l'époque, en Afrique du Sud, vous croyez que c'est au tenor de l'apartheid de réconcilier les Sud-Africains? Est-ce que c'était possible? C'est la fin de l'apartheid. Et ce sont les victimes de l'apartheid qui sont arrivées pour pardonner et réconcilier. Mais les bourreaux, ils sont là en bande organisée
Et on les encourage, comme Kouloum. Et vous dites, ils organisent la purification. La purification de quoi? C'est de la poudre aux yeux. Je dis, cette dame-là, cette maman-là, Awanana, sera rattrapée par l'histoire dans ce pays. Eh bien, Djimoré, vous estimez que c'est après une certaine alternance qu'on peut engager un certain processus de réconciliation nationale. Mais là, vous n'avez pas l'alternance, vous n'arrivez pas au niveau de l'opposition à avoir cette alternance. Et vous autres, vous proposez une certaine transition. Au cours de cette transition, se fera la réconciliation nationale? Oui, c'est au cours de cette transition que les problèmes seront réglés ensemble. Et puis après, maintenant, l'alternance sera viable. C'est ce que nous disons. Et c'est clair. Mais si les problèmes ne sont pas réglés en amont et l'alternance s'impose, elle ne serait pas salutaire. À partir du moment où les étudiants font des revendications, j'ai suivi ça aussi dans votre journal, et on est en train de militariser le campus. Ou qui de la police là parle qu'il est content d'avoir réceptionné des matraques, des menottes et des 4 motos pour opérer la nuit partout au sein du campus. Alors qu'il a la franchise universitaire. On militarise le campus. S'il y a un domaine où les gens font des revendications, on militarise. Si vous ne réglez pas ces problèmes, démilitariser le territoire avant d'aller à l'alternance, elle ne sera pas viable. C'est pour ça que nous insistons. Maintenant, au niveau politique de l'opposition, vous savez, je salue le courage du collègue, le président du PNP, Achadam Tikwi. Je l'ai dit, il faut l'émergence de nouveaux leaders pour faire bouger les lignes. Et c'est dans ce sens. C'est dans ce sens que le président du PNP travaille. C'est dans ce sens que nous aussi nous travaillons. Et il y aura d'autres leaders pour faire bouger les lignes et qu'on en arrive à imposer la fin du système des Nyasingbe au Togo. En tout cas, la fin du système des Nyasingbe au Togo, comme vous le dites, ça sera décidé par les élections quand vous les écoutez, quand vous écoutez donc ceux qui font partie du parti au pouvoir, qui sont donc de la formation politique du chef de l'État, Faure Sozina Nyasingbe. Et là, pour ce qui concerne les élections, on apprend donc, d'après des informations, on apprend que, d'après des informations qui nous sont parvenues à la rédaction de Métropolis, on apprend donc que le ministre de la décentralisation, Payoda Boukpessi, a consulté des responsables de partis politiques, OBU, PDA, ANC et bien d'autres partis politiques sur le code électoral. On parle du secrétariat exécutif de la CENI à renforcer techniquement pour un travail permanent pour tout ce qui va concerner les élections au pays. La CENI elle-même restera l'organe de supervision. Et voilà ce qui va nous arriver dans les prochains jours. Oui. C'est là que je dis la responsabilité des aînés au sein de l'opposition est très notoire. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement, c'est le retour au parti unique. Mais une CENI... Mais vous réclamiez, l'opposition a réclamé à un certain moment une CENI technique. Mais ici, on ne parle pas de CENI technique. On parle d'un secrétariat permanent. Exécutif qui... Oui, c'est prévu dans le code quand même. Non. Là, ce n'est pas prévu. Non. Ils veulent alors modifier les choses et instrumentaliser une structure qu'ils vont dénommer secrétariat permanent. Et puis, si vous êtes le représentant de l'opposition au sein de cette CENI, c'est juste pour constater les dégâts. Constater quels dégâts? Les dégâts. Dans les CELI, vous savez que les CELI sont présidés par des magistrats escalités, présidents escalités, qui sont tous du système uni. Donc, ça voudrait dire c'est le déni d'élection correcte qui s'installe pour ramener le pays au parti unique. Parce que Faure a peur, il est incapable d'avoir une opposition crédible devant lui. Et il veut régner à vie, je le dis, par lâcheté. Et donc c'est pour ça qu'ils sont en train d'organiser ces choses. Et donc les aînés qui sont associés à ces contacts-là, donnez-moi, je donne un exemple précis. Ils ont créé un truc, comité de suivi de la décentralisation. Et j'ai été consulté, mon parti a dit non. Pourquoi vous rejetez toute proposition du pouvoir? Mon parti a dit non. Alors, l'ANC a dit oui. Le CAR a dit oui et d'autres a dit. Et ils sont membres du comité de suivi sur la décentralisation. Mais quelle a été leur surprise lors du vote du 23 juin? Que la question n'a pas été débattue. La question n'a pas été débattue là-bas. Au sein du conseil de suivi de la décentralisation. Et on fait un découpage à l'insu
de ce comité. Et on vient en plénière où on a une majorité mécanique pour l'imposer. Et c'est là que le président de l'Assemblée nationale dit oui, si vous étonnez ici, il fallait chercher le consensus à l'extérieur d'abord. Sachant pertinemment qu'ils ont déjà été enfarinés aussi au niveau du comité de suivi. Vous voyez? Donc c'est triste. Mais, alors pourquoi participer à ce jeu? Si je sais qu'on m'invite juste pour la forme, pour le faire valoir, j'ai dit non. Mais si c'est pour écouter, pour améliorer les choses, j'ai dit oui. Voilà le principe qui nous amène à rejeter certaines choses. Merci à vous, Jimo Oré, Rodrigue Aego. 2 minutes pour faire un petit commentaire sur les sujets évoqués avec l'honorable député Jimo Oré. Oui, par rapport à l'aspect tribalisme, je crois que l'honorable a donné les exemples possibles et c'est ahurissant. Parce que refuser de le dire comme vérité, c'est aussi être corrompu ou corrompre la conscience collective. Je m'intéresse plus à cette triste scène, honteuse scène dite de purification. On ne peut pas concevoir que des assassins, auteurs, co-auteurs, complices, co-complices, bénéficiaires, fussent-ils, de ces atrocités-là, viennent purifier. Prenez juste le sens du verbe purifier. On dit rendre pur ce qui est impur. Dites-moi si des mains impures peuvent rendre pur ce qui est impur. Mais ici, c'est de l'aberration. C'est des religieux. Qu'est-ce que vous appelez religieux? Je vous ai dit, j'ai eu la chance de... Je vais vous dire une chose, une vérité. Quand vous prenez la Bible, parce que je suis chrétien, les prophètes et les hommes de Dieu qui avaient existé à l'époque, ils étaient tous des défenseurs des droits de l'homme, des droits du peuple meurtri, du peuple assassiné. Vous vous souvenez du prophète Élie? Oui. Vous avez vu tout ce qu'il a posé comme acte. Ils étaient des gens qui étaient avec la bénédiction de Dieu et disaient au roi, non, nous ne sommes pas d'accord parce que vous êtes en train d'opprimer ou de mépriser le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, excusez-moi, qui vendent la Bible pour l'argent. La Bible a été claire, leur ventre est leur Dieu. Ils ne peuvent en aucun cas dire la vérité. Sinon, quand j'ai lu hier, dans le chronogramme, une messe protestante, je me suis posé une unique question. Comment comprendre que des pasteurs de l'église protestante et méthodiste se soient rencontrés pour écrire une lettre qui traduit réellement la figure du Togo en matière de misère, de pauvreté, et qu'après viennent célébrer une messe au dos de ces pauvres populations-là qui meurent aujourd'hui et qu'on tue aujourd'hui comme des animaux, qu'on abat comme des animaux. Alors comprenez que c'est une aberration, une abomination. Les Anglais disent it's an abomination. Et c'est monstrueux. Et de l'autre côté, les gens, je lis sur les plateformes, les gens disent que la pluie qui a arrosé ce matin, qui lamentablement a encore inondé des quartiers comme Baguida, Dakpame et autres, les Togolais me disent que c'est Dieu qui a accepté cette triste et honteuse scène de purification. Non, ce sont plutôt les âmes assassinées qui pleurent leur second assassinat par leurs assassins d'hier. En tout cas, c'est votre opinion, Rodrigue. Et ça, je vous en prie, si ces hommes de Dieu ont encore la crainte de Dieu et la face à sauver en matière de responsables religieux, je vous en prie, dites à ceux qui vous engagent dans ce bateau-là que vous allez tous sombrer si la colère de Dieu s'abat ou décide de s'abattre. En tout cas, prions que cette colère ne s'abatte pas sur nous et que les choses aillent dans le bon sens. Rodrigue Aego, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir et que Dieu nous garde. Honorable Jimo Oré, merci également à vous. Merci à toute votre équipe et puis à très bientôt. Merci, c'est donc la fin de Actu Débat sur la 427.1. Merci de nous avoir suivis ici à Lomé, partout ailleurs. Merci à Vicente Sokba pour l'assistance technique au micro et Liklingoka Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.